La souveraineté alimentaire en question. Un podcast de la revue Grain de Sel qui décrypte les nouveaux enjeux de la souveraineté alimentaire en Afrique de l'Ouest et du Centre. Quel chemin? Quelle voie? Du Sénégal au Burundi, nos 13 épisodes racontent des luttes, des stratégies, des choix concrets pour nourrir autrement les territoires. Une série produite par Interréseau Développement Rural, réalisée en partenariat avec Inades Formation. Sans les femmes, pas de souveraineté alimentaire. C'est ce que déclare l'invité de notre dernier épisode. Nous consacrons aujourd'hui une voix féminine puissante qui s'élève depuis plus de 15 ans pour défendre l'avenir des femmes rurales. Depuis le sud du Mali, dans la région de Sissako, cette figure emblématique incarne une stratégie inclusive alliant souveraineté alimentaire, droits des femmes et agroécologie paysanne. Nous avons l'honneur d'accueillir Alimata Traoré, paysanne, militante infatigable de la souveraineté semencière. Elle est à la tête de la COFERSA, la convergence des femmes rurales pour la souveraineté alimentaire. Créée en 2009 avec 600 membres, la COFERSA regroupe aujourd'hui plus de 50 coopératives et représente plus de 10 000 femmes à travers le Mali. Leur combat: donner aux femmes un rôle actif dans les décisions agricoles et transformer les rapports de pouvoir dans le monde rural. Car défendre la souveraineté alimentaire, ce n'est pas seulement revendiquer le droit de produire localement, c'est aussi poser les bases d'une autonomie économique et sociale pour les femmes et les hommes qui y contribuent. Comment être souveraine en matière de leadership, d'accès aux moyens de production, de transformation et de commercialisation? Pour les femmes rurales, les défis sont nombreux, mais vous entendrez que la détermination d'Alimata Traoré est inépuisable. À ce micro, Charlotte Evedo-Vunsimé d'Inades Formation Togo et Caroline Dublé, chargée de la gestion des connaissances à Interréseau. Alimata Traoré, racontez-nous votre parcours. Comment est né votre engagement pour la cause des femmes rurales? J'ai fait l'école primaire. Je ne suis pas allée très loin. Quand l'école n'a pas marché, je suis rentrée dans une coopérative avec les femmes. Et c'est dans cette coopérative qui était une coopérative multifonctionnelle des femmes au niveau de la ville de Sikasso. Et j'étais pratiquement la plus jeune. On voyait que étant femme, ça n'allait pas très bien. Et comme ça, quand on est arrivé à un niveau, au niveau de la coopérative, 3 années, 5 années, il y avait des espaces où on a pu mettre sur place qui étaient des échanges entre femmes et puis hommes. Et partant de ça, il y a eu naissance d'une organisation qui est l'Union des femmes rurales ouest-africaines et du Tchad. Et dans ça, moi, j'ai été vraiment engagée pour pouvoir informer, sensibiliser les femmes de la zone de Sikasso. C'était le slogan: en s'entraidant entre nous, on peut vraiment avoir vraiment une meilleure vie. Donc c'est comme ça on a informé et puis on a dit les femmes d'un village à un autre, d'un pays à un autre. Donc partout où on part, vraiment c'est les mêmes difficultés que les femmes ont. Quelle est l'injustice principale à laquelle sont confrontées les femmes paysannes? Qu'avez-vous observé? Quand dans le partage d'héritage au niveau de nos familles, c'est les hommes qui sont prioritaires d'accès à la terre et non les femmes. On ne donne même pas de terre aux femmes. La plupart. Donc, alors que c'est elles qui travaillent la terre. Donc, regarde ces inégalités et puis ces violences qui se font à longueur de journée. Au début, vous vous êtes engagé au sein d'organisations paysannes existantes, mais cela n'a pas été simple. De 2003 à 2009, je me suis beaucoup battue au niveau de cette organisation mixte, qui était une organisation mixte très forte au niveau du Mali, très reconnue aussi. Et j'étais la première femme, promotion de la femme
de cette organisation au niveau national. On ne m'a même pas élu au niveau de la base. Ils m'ont pris au niveau national pour pouvoir accompagner les femmes. Et quand je suis arrivée à un niveau, ils ont dit que je pars trop avec les femmes. Et c'est là où l'idée de la création de la convergence des femmes rurales pour la souveraineté alimentaire s'est née. On a dit, prenons notre destin en main. On a la capacité, on a les ressources, parce qu'on a beaucoup d'opportunités, parce que nous, c'est nous qui produisons, nous transformons, nous arrivons à nourrir la famille, nous arrivons à faire la vente des surplus. Donc, prenons notre destin pour pouvoir chercher notre propre ressource. Et la vision qu'on s'est donnée dans cette organisation, on a dit, nous avons une vision nationale des femmes rurales fortes, émergentes, autonomes, qui est une émergence durable des femmes rurales autour du développement d'activités socio-économiques, de la promotion de la souveraineté alimentaire. Un de vos grands combats pour construire cette souveraineté alimentaire, c'est le foncier. C'est de faire en sorte que les femmes rurales aient accès aux terres. Mais pour cela, il faut convaincre les hommes qui détiennent les titres de propriété. Quelle a été votre stratégie? On avait un partenaire en 2012 qui est une fondation américaine, qui est Newfield Foundation, qui nous ont accompagnés de 2012 à 2017 à tout ce qui est formation, renforcement des capacités en agroécologie paysanne. Et nous, on déplaçait la formation jusqu'à aller faire dans les villages parce que les hommes refusaient que les femmes viennent apprendre en ville. On a eu tout ça, on a eu tous ces problèmes dans les villages. Et on a associé les hommes dans la formation. Et c'est comme ça, à la fin de la formation, on demande aux femmes quelle est votre doléance. Devant le chef de village, devant les chefs de terre. Elles disent, nous on a appris, on a eu du matériel, mais on n'a pas de terre. Donc quand elles disent ça, le chef de village dit, moi j'ai un lopin de terre, je peux vous donner ça. Ou bien le chef de terre dit, j'ai 1 hectare, je peux vous donner ça. Quelles ont été les différentes étapes pour que ces terres restent durablement et légalement entre les mains des femmes de vos coopératives? Quand on a eu ces hectares, donc les femmes nous ont dit, on a les terres maintenant, est-ce qu'on ne va pas les sécuriser? On est rentré dans le côté sécurisation aussi de ces terres pour les femmes. Donc c'est comme ça, la sécurisation, on les fait à 3 niveaux. Sécuriser en termes de clôture d'espace, sécuriser en termes d'eau sur l'espace pour la production, et puis sécuriser aussi en termes de papier pour que les femmes puissent avoir, puissent être garanties que c'est leur propre. Qu'un jour, quelqu'un ne vient pas dire qu'on vous a loué ou bien il faut quitter. Pour vous, défendre la souveraineté alimentaire, ce n'est pas seulement défendre l'accès des femmes au foncier, mais c'est aussi défendre une certaine agriculture ancrée dans vos territoires. L'agroécologie qui permet de garantir ses propres moyens de production, donc une certaine souveraineté, avec notamment l'échange de semences paysannes. Je pense que l'agroécologie n'est pas, c'est pas quelque chose de nouveau dans le travail des femmes. Parce que les femmes, elles ont toujours travaillé parce que nous, on prend pas beaucoup d'espace pour produire, mais en prenant les espaces que nous prenons, on arrive à bien les travailler et avoir des résultats vraiment formidables. L'agroécologie, parce que nous, quand tu regardes, on travaillait avec nos parents et c'est dans ça que le travail se faisait. Il n'y avait pas d'engrais chimiques, il n'y avait pas de produits chimiques et puis il y a les techniques de production, c'était vraiment des techniques bien calculées qui respectent la terre, qui respectent l'environnement. Donc c'est comme ça on a été élevés. Et en tant que femme, et je pense que le travail que nous faisons, c'est ça aussi. Parce qu'on n'a pas de grandes superficies pour pouvoir vraiment amener des machines à labourer. Non, nous, c'est pas ça. C'est des techniques vraiment respectables de la terre que nous utilisons.
Donc l'agroécologie, nous, on l'a commencé depuis la création de COFERSA en 2009. Et même pas ça. Depuis qu'on est agricultrice, c'est ce travail que nous faisons. Produire sans détruire la terre, produire sans détruire tout ce qui est au niveau de la terre et vivre en harmonie avec tout ce qui se trouve à nos alentours. Et comment est-ce que vous utilisez le concept de souveraineté alimentaire et pourquoi sert-il votre combat? Quand on parle de souveraineté et surtout de souveraineté alimentaire, il faut forcément tout ce que tu fais et tout ce que tu utilises, tu arrives à pouvoir savoir de quoi est-ce que tu es en train de faire et que tu es en train d'utiliser aussi. Parce qu'on peut pas être souverain vraiment en allant acheter des choses que tu connais pas, que tu sais pas, qu'est-ce que ça s'est fait avec. On peut jamais être souverain avec ça. Donc, comme nous, on a compris, la souveraineté alimentaire ne veut pas dire sécurité alimentaire, parce que la sécurité veut dire partout où ça vient, il faut que tu aies suffisamment et que ça soit à ta portée. Et pour nous, c'est pas ça. On a vu que les semences paysannes, on est en train de les perdre. Et la COFERSA a mené une grande campagne de collecte de ces semences dans les villages où nous sommes en train d'intervenir avec les femmes. On a pu avoir des espaces au nord de la COFERSA pour pouvoir faire la production de ces semences-là et créer des cases de semences partout dans les villages pour pouvoir conserver ces semences et puis l'échanger entre nous, ces données pour pouvoir les multiplier partout. Mais est-ce que l'agroécologie que vous défendez permet de nourrir les consommateurs du Mali qui sont à l'autre bout de la chaîne de production? Moi, je pense que l'enjeu spécifique pour nous en tant que femmes rurales, c'est que la population ne consomme pas trop la production qui s'est faite. Donc, on se dit que la consommation locale de ces produits-là n'est pas du tout 100% effectif. Donc c'est ça qui montre que la souveraineté alimentaire que nous défendons, on n'est pas arrivé à je peux dire à 30 ou 40% d'abord. Parce que les gens ne consomment pas les produits locaux comme ça. Et je comprends ça parce que parce qu'on a laissé beaucoup d'habitudes alimentaires au profit des produits importés. Et il y a pas mal de produits importés qui arrivent sur le marché. Les gens ne connaissent pas ces produits importés. Ils ne connaissent pas la valeur nutritive de ces produits. Hein? Ils voient seulement que c'est des jolis emballages. Et nous, le problème est qu'on n'a pas des emballages comme ça. Il n'y a pas de production d'emballage vraiment de qualité au niveau du Mali. Et les étiquettes, on est arrivé à vraiment faire du grand boulot là-dessus, parce que sur nos étiquettes, on est arrivé à mettre la valeur nutritive, la valeur thérapeutique qui se trouve dans l'aliment. Et même avec tout ça, il y a du boulot à faire. Comment sensibiliser, comment informer, comment faire que la production locale puisse être vraiment dans les assiettes de la population. C'est ça qui va nous aider vraiment à arriver avec la souveraineté alimentaire. Et c'est ça qui va faire l'émergence économique de ces femmes rurales. Alimata Traoré, quelle est votre observation après 16 ans au service de la COFERSA? Les choses ont-elles évolué de façon positive? Je pense aujourd'hui, on peut dire qu'on a été vraiment la roue de beaucoup de choses au niveau des femmes rurales. Parce qu'aujourd'hui, il y a les femmes qui sont engagées au niveau de la COFERSA. Il y a le village même qui les fait appel. Quand quelqu'un vient dans le village, on les fait appel, alors qu'il n'y avait pas ça. Elles peuvent aller dans les vestibules, échanger avec les hommes sur les aspects de développement du village. Et quand l'invitation vient aussi pour qu'on envoie quelqu'un en ville, en formation, ou bien aller représenter les villages, ils arrivent à les envoyer. Donc, nous, on pense qu'on a été vraiment quelque chose
qui a créé vraiment les déclics au niveau des hommes pour la confiance. On a créé la confiance entre nous et les hommes dans les villages. On comprend bien que votre combat est politique, économique, mais aussi sociétal. En quoi la souveraineté alimentaire permet-elle cette approche très globale, très systémique, pour parler d'un projet qui puisse nourrir la société durablement et sainement? Sans les femmes là, il n'y aura pas de souveraineté alimentaire. Hein? Parce que partout dans le monde, c'est pas la même chose, mais je sais que partout dans le monde, les femmes sont bien engagées dans tout ce qui est production, dans tout ce qui est préparation d'aliments, hein, et dans tout ce qui est observation de la nature. Les femmes sont bien engagées dans ça. Donc, dans la vie sociale, c'est les femmes qui font le social le plus. En tout cas, chez nous, quand même, c'est les femmes qui... En Afrique, c'est les femmes qui sont vraiment engagées dans le social, hein, qui veulent vraiment voir tout le monde ait de la nourriture et puis de la bonne nourriture à bien se nourrir. Parce que la souveraineté alimentaire, vraiment, c'est quelque chose que quand tu es dedans, il faut savoir qu'est-ce que moi je mange, qu'est-ce que j'ai mangé, est-ce que ça n'atteint pas ma santé, est-ce que ça n'atteint pas ma vie, est-ce que c'est quelque chose qui est bon pour moi. Parce que tout le monde a droit à la nourriture. Mais a droit à quel genre de nourriture? Il faut que ça soit vraiment bien, bien une nourriture qui nous donne pas, hein, de la maladie ou qui n'atteint pas à notre vie. Donc je pense que en Afrique, les femmes, comme vous voyez, c'est elles qui sont dans la cuisine. Mais c'est elles qui sont là, qui prennent soin de pas mal de vies. Regardez les enfants. C'est les femmes. En longueur de journée, c'est elles qui prennent soin de ces enfants-là. C'est elles qui les donnent à manger. Hein? C'est elles qui sont là à suivre leur croissance, hein? Et à les aider à bien grandir. Donc, je pense que souveraineté alimentaire même veut dire, vraiment à moi, à ma connaissance, je dis souveraineté alimentaire, c'est souveraineté femme. Et la souveraineté femme ne peut pas être effective sans que les hommes, hein, ne donnent pas un peu de pouvoir aux femmes. Il faut que les hommes donnent un peu de pouvoir aux femmes pour qu'elles-mêmes, elles arrivent à s'émerger et à donner leur expertise. Si on les fait confiance seulement, elles arrivent à bouger pas mal de choses. Alimata Traoré, merci beaucoup pour cet échange et cette vision d'une société plus juste. Depuis la COFERSA, des milliers de femmes maliennes prennent la parole, prennent leur place et défendent ce qu'elles produisent, transforment et consomment. À travers cette série de podcasts Grains de sel, nous avons écouté les voix de celles et ceux qui façonnent chaque jour des alternatives concrètes au modèle dominant. Ces récits nous montrent que la souveraineté alimentaire n'est pas une idée figée, mais un horizon politique en mouvement, disputé, adapté au contexte, ancré dans des luttes locales, mais traversé par des dynamiques globales. Alors que s'imposent les crises climatiques, les inégalités économiques et les tensions sur les ressources, cette question demeure. Peut-on penser l'alimentation comme un bien commun, à l'heure où elle reste largement traitée comme une marchandise? Nous espérons que cette série vous a apporté plusieurs pistes de réflexion et de découverte. Le débat est ouvert. N'hésitez pas à commenter chaque épisode depuis nos pages Facebook et LinkedIn d'Inter-Réseau Développement Rural. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et nous voilà que Godot. Ce podcast a été réalisé par Interréseau en partenariat avec Inades Formation et avec le soutien de l'Agence française de développement. Musique originale de l'artiste togolais Winabé et son titre Mokpokpo. Création sonore Julio Calafanti. Retrouvez-nous sur www.inter-réseau.org pour écouter notre série complète et n'hésitez pas à nous écrire pour poursuivre la réflexion. Oh, mon âme,